France 5. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 5 en public et en direct. Dans cette émission, vous pourrez comme chaque soir intervenir et poser vos questions grâce au SMS, au Minitel et à Internet. On a l'habitude de s'interroger sur les conséquences possibles de la guerre d'Irak. Et bien ce soir, nous vous proposons de retourner l'interrogation avec un scénario inverse. Autrement dit, que se passera-t-il si la guerre n'a pas lieu? Nous donnerons la parole à ceux qui s'inquiètent d'une telle possibilité. Opposition irakienne à Londres, victime de Saddam Hussein au Kurdistan irakien. Cette émission est donc intitulée « Si la guerre n'avait pas lieu », et voici ceux qui ont accepté d'y participer. Kendal Nedzan est directeur de l'Institut kurde de Paris. Vous êtes un spécialiste des problèmes politiques et culturels kurdes. Vous vous rendez régulièrement, encore aujourd'hui, au Kurdistan irakien. Votre institut vient de publier aux éditions Kartala un ouvrage intitulé « Génocide en Irak, la campagne d'Anfal contre les Kurdes ». Antoine Sfer est directeur de la rédaction des Cahiers de l'Orient et président du Centre d'études et de réflexion sur le Proche-Orient. Vous êtes auteur du Dictionnaire mondial de l'islamisme, mais aussi des réseaux d'Allah sur les filières islamistes en France et en Europe, 2 livres parus chez Plomb. Alexandre Delval est chercheur en géopolitique à l'Institut international d'études stratégiques. Vous êtes par ailleurs rédacteur en chef de la revue trimestrielle Géostratégique. Votre dernier livre est paru aux éditions des Sirtes sous le titre « Le totalitarisme islamiste à l'assaut des démocraties ». Enfin, Pierre Terzian est fondateur et rédacteur en chef de la revue Pétrostratégie, une publication hebdomadaire d'information et d'analyse consacrée au secteur de l'énergie. Vous êtes aussi l'auteur de l'étonnante histoire de l'OPEP. Dans cette émission, nous retrouverons François Clémenceau en duplex de Jérusalem dans quelques instants. Mais tout d'abord, Washington avec vous, Jean-Bernard Cadier. Et avec cette première interrogation, ne pas intervenir. Est-ce qu'on y songe seulement aujourd'hui aux États-Unis ? Le président Bush n'y songe pas, bien qu'officiellement la Maison-Blanche dise que la décision finale n'a pas été prise, mais il y a quelques minutes encore, il était à la Maison-Blanche avec son état-major qui lui a présenté dans la Situation Room, c'est-à-dire dans le sous-sol de la Maison-Blanche, sur une table, les cartes, les derniers plans de l'invasion de l'Irak. Le président Bush prépare la guerre, il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, ces derniers jours, ces dernières heures, on peut même dire que la Maison-Blanche s'est employée à éliminer tous les obstacles possibles sur la marche de la guerre, que ce soit la destruction des missiles, que ce soit le problème de la Turquie, que ce soit un possible veto à l'ONU. La Maison-Blanche pense que dès la semaine prochaine, une décision sera prise pour la guerre. Ça veut dire que même un retournement onusien, pourrait-on dire, c'est inenvisageable pour l'instant, en tout cas dans la doctrine officielle à Washington et de la part de l'équipe Bush. Vous faites bien de préciser, en tout cas dans la doctrine officielle, Yves, parce qu'effectivement, dans cette affaire d'ONU, il y a une grande part d'intox, je dirais, et de désinformation, de part et d'autre d'ailleurs. On ne sait pas comment tournera la situation à l'ONU la semaine prochaine, si les États-Unis auront ou non une majorité pour cette résolution. Ce que dit la Maison-Blanche, il faut le noter quand même, c'est qu'il n'y ait ou qu'il n'y ait pas de résolution a finalement assez peu d'importance, parce que si les Américains sentent qu'ils n'ont pas la majorité à l'ONU, ils ne présenteront pas leur résolution, ils retireront leur projet de résolution. Il n'y aurait donc pas de vote. Donc le veto n'aurait pas d'objet, l'opposition n'aurait pas d'objet. En quelque sorte, ils contourneraient l'obstacle et ils envisageraient dans ce cas-là de partir en guerre sans l'ONU. Colin Powell a bien réaffirmé aujourd'hui qu'avec ou sans l'ONU, l'intervention est programmée, nous sommes bien d'accord. Oui, c'est ça. Et il reste une toute petite possibilité pour qu'il n'y ait pas la guerre, infime. Et on est en train d'y réfléchir à la Maison-Blanche, ce serait de fixer un ultimatum à Saddam Hussein, un ultimatum, mais là de quelques jours, pas de quelques mois, de quelques jours, pour lui dire non seulement vous désarmez, mais vous quittez le pouvoir, auquel cas il n'y aurait pas la guerre. Mais on se demande ici si cet ultimatum n'aurait pas pour but principalement de dire aux inspecteurs, aux journalistes et aux humanitaires qui sont encore sur place qu'il faut vite quitter l'Irak avant le début de l'invasion. Alors nous allons jouer avec vous, bien entendu aussi, le jeu scénarisé, si je puis dire, de cette émission, en reprenant les choses à l'envers. Imaginons une non-intervention américaine, je disais au début de cette émission, un veto, des manifestations tout autour de la planète et une décision américaine de ne pas intervenir. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut essayer de faire un peu de politique fiction autour de la situation dans ce pays et d'un éventuel repli américain sur lui-même? Ça paraît très difficilement envisageable dans la mesure où le président Bush a poussé la rhétorique
très 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 loin et il a en quelque sorte engagé sa crédibilité, bien sûr. Donc pour lui, en termes de politique intérieure, ça serait un désastre, mais il a surtout engagé la crédibilité américaine. Et il a encore actuellement une majorité d'Américains derrière lui, derrière ce projet, qui pensent que leur sécurité est en jeu. S'il fait machine arrière, les Américains penseront qu'on n'a pas défendu leur sécurité, donc ils sont plus vulnérables. Et qu'ils seront d'autant plus vulnérables que si on cède face à Saddam Hussein, on cédera face aux autres menaces. N'oublions pas que le mot menace est central ici. On considère que Saddam est une menace, qu'il y en a d'autres. Et on sait très bien quels sont les autres. On sait très bien que depuis quelques jours, les Nord-Coréens sont en train de taquiner, de chatouiller les Américains de plus en plus près et qu'on est tout au bord d'une crise majeure avec la Corée du Nord qui est une puissance nucléaire. Donc ici, on se dit, si on cède avec Saddam Hussein, on aura des problèmes majeurs avec la Corée du Nord dans les jours, les semaines qui viennent. Ce qui est extraordinaire, c'est que je n'arrive même pas à vous faire envisager que ça ne puisse pas avoir lieu, c'est-à-dire à faire de la politique fiction. Ce que j'avais envie de vous demander, est-ce qu'on pourrait imaginer dans un cas pareil, ce que seraient les éventuelles mesures de rétorsion ou tout simplement de conséquences pour l'Europe et la France? Il y a un journal international qui publiait un document intitulé « Le plan américain pour défaire l'Europe ». Là aussi, est-ce que vous pouvez réagir ? Ça se jouera à très long terme et je ne pense pas d'ailleurs qu'il y aura de plan pour défaire l'Europe aussi nettement que ça de la part des États-Unis, car ils ont un grand intérêt dans la construction européenne et dans l'Union européenne. N'oublions pas que les Américains voient d'abord les Européens comme des consommateurs et comme des clients et que leurs intérêts économiques et commerciaux passent avant beaucoup de choses. C'est très difficile, Yves, d'envisager ce scénario. Encore une fois, il n'y a qu'une possibilité vue de Washington, vue de la Maison-Blanche, et dans cette affaire, la Maison-Blanche a quand même voix au chapitre. Il n'y a qu'une possibilité pour qu'il n'y ait pas la guerre, ce serait du côté de Bagdad. Si Saddam Hussein désarme totalement, en quelques jours ça paraît difficile, ou quitte le pouvoir. Alors Bagdad, eh bien, on va y aller en tout cas en découvrant le reportage et les réactions que nous avons recueillies auprès de l'opposition irakienne en exil, mais aujourd'hui à Londres, vous le savez. Ici, on évoque une véritable trahison pour les Kurdes irakiens, la possibilité d'une non-intervention, quelle qu'elle soit. Propos recueillis à Londres par Emmanuel Kreutzer et Joël Lefebvre. Le 10 Downing Street, résidence de Tony Blair. Un Premier ministre qui a du mal ces derniers jours à faire admettre sa volonté de guerre. Sa politique pour l'Irak est désapprouvée par plus d'un tiers des Britanniques. Pourtant, c'est ici à Londres que sont installés les leaders de l'opposition irakienne en exil. Ahmed Arra est spécialiste des droits de l'homme au sein du Congrès national irakien, une organisation unitaire qui, depuis des mois, prépare à distance l'après Saddam Hussein. Selon ce mouvement, il sera difficile de déloger le raïs autrement que par la force. C'est pourquoi Ahmed Arra juge dangereux et trouble le jeu joué par la France et l'Allemagne. Il est évident aux yeux de tout le monde, partout sur la planète, que Saddam a terrorisé son peuple, a gazé son peuple, a tué son peuple. Et 4 millions d'Irakiens sont en exil, soit un habitant sur 6 en dehors du pays. Ce sont autant de preuves que ce régime n'est pas bon, ni pour l'Irak, ni pour le reste du monde d'ailleurs. Donc si certains soutiennent ce régime, c'est parce qu'ils ont un intérêt à le faire, un intérêt tout à fait étranger à la question des droits de l'homme. Bloquer les efforts américains et britanniques reviendrait donc à prendre la défense de Saddam Hussein au mépris de ce que pense le peuple irakien. Ces derniers jours, l'opposition irakienne ne cherche pas à atténuer ses critiques envers le camp de la paix qui, selon elle, ne propose pas de véritable alternative à l'intervention militaire. D'accord, empêcher la guerre, c'est ce que nous voudrions tous. Mais que dire des 25 millions de citoyens irakiens? Il ne faut pas oublier qu'ils meurent par centaines chaque jour à cause des sanctions qui frappent le pays et des atrocités perpétrées par le régime. Quand vous dites, comme le gouvernement français, ne faites pas la guerre à l'Irak, cela veut-il dire maintenez les sanctions et l'embargo pour toujours? Nous avons besoin d'une solution immédiate pour l'Irak. Nous avons subi 12 années de sanctions. Que proposez-vous? De maintenir les sanctions pour 10 années supplémentaires jusqu'à ce que Saddam se conforme aux injonctions? Ou bien suggérez-vous de les lever immédiatement, ce qui signifie qu'il pourra se réarmer? Une opinion partagée par le prince héritier du trône d'Irak.
Sherif Ali Al-Hussein, leader du courant monarchiste de l'opposition. Retarder la guerre, c'est selon lui retarder l'inévitable et trahir un peuple à qui l'on promet depuis des mois un changement de régime. That is inevitable. La guerre est inévitable parce que les inspecteurs n'arriveront à rien. Saddam Hussein finira même par acquérir la bombe atomique. Ce jour-là, la France, les États-Unis et les autres pays seront bien obligés de faire la guerre quand Saddam aura la bombe atomique. Il ne faut donc pas empêcher aujourd'hui cette intervention. Ce serait paradoxalement trahir le peuple irakien. Car si l'action n'est pas lancée quand c'est encore le moment, mais au contraire, sous la contrainte, quand il est déjà trop tard, entre-temps, les Irakiens l'auront payé très cher. Le maintien de Saddam au pouvoir serait un coup d'autant plus dur que l'opposition a déjà pris des dispositions très concrètes pour l'après-guerre. Réunie la semaine dernière au Kurdistan, elle a élu 6 personnes qui doivent constituer le noyau du futur gouvernement de Bagdad. Première question SMS de cette émission, elle sera pour vous, Kendall Netzan. S'il n'y avait pas eu de menace de guerre, qu'est-ce qui aurait changé en Irak depuis 4 mois, nous demande un téléspectateur. S'il n'y avait pas eu la pression militaire américaine, la menace de guerre, Saddam Hussein n'aurait pas accepté les inspecteurs déjà. Donc depuis 1998, les inspecteurs attendaient qu'on les autorise et ils n'ont pas autorisé. Deuxièmement, une fois le retour des inspecteurs accepté, Saddam Hussein a déclaré dès le début qu'il n'avait aucune arme prohibée. Et tout d'un coup, on se rend compte que ça et là, c'est peut-être un berger qui a trouvé, il y avait des armes chimiques quelque part, des armes bactériologiques quelque part ailleurs, et puis on a des missiles qui dépassent la portée autorisée. Mais tout cela est distillé au compte-gouttes parce que Saddam est un maître pour la gestion du temps. Rappelez-vous, il y a 4 mois, je vous disais, il veut diviser le Conseil de sécurité de l'ONU et il joue sur le temps. Donc s'il pouvait encore gagner quelques mois, après ça, il pense que l'année prochaine ou dans quelques mois, il y aura les élections américaines. La campagne pour les élections, le problème ne sera plus d'actualité. Donc il va rester au pouvoir. Donc la menace de guerre a déjà permis d'aller voir un peu ce qu'il y avait sur place. Alors au niveau des populations, évidemment, bon, l'économie s'est arrêtée. Donc on voit ça au Kurdistan, on le voit dans les pays voisins. Donc il y a des conséquences économiques graves. Et puis on a suscité des espoirs de libération au sein de la population. Alors maintenant, donc, on va voir ce qui va se passer. Vous nous expliquez quand même que tout délai, entre guillemets, accordé au régime tel qu'il est en ce moment, est un recul perpétuel. Moi, c'est ce que je comprends dans ce que vous venez de nous dire. Je ne crois pas forcer le trait. Écoutez, ce que je voudrais dire, c'est que s'il y avait une volonté unanime du Conseil de sécurité pour donner un ultimatum à Saddam Hussein en disant « Bon, maintenant, ça suffit, vous avez 1 mois pour partir avec votre clan, on vous offre l'asile quelque part en Arabie ou sur la Côte d'Azur, vous choisissez, comme on l'avait dit. Donc il a beaucoup d'admirateurs en France encore. Et là, je suis sûr que comme tous les dictateurs, c'est un lâche, il aurait accepté, parce qu'il a suffisamment d'argent aussi pour subvenir aux besoins de son clan. Sa fortune est estimée à 10 milliards de dollars, ce n'est pas une victime. Et là, le peuple irakien aurait été libéré, on aurait évité aussi une guerre. Mais le Conseil de sécurité a été divisé. Et pourquoi vous entendez les opposants dire que la politique des pays du front de refus qu'on présente injustement comme le camp de la paix reviennent à maintenir la dictature de Saddam Hussein parce qu'il faut voir les étapes suivantes. On dit que Saddam a désarmé plus ou moins. OK, qu'est-ce qu'on fait après? On lève les sanctions, ça veut dire qu'on laisse à Saddam Hussein le libre usage de toutes les ressources pétrolières du pays. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va se réarmer, il va servir sa clientèle, il va détourner ses ressources au profit de son appareil de sécurité. Et puis ensuite, les zones de sécurité qui sont installées dans le nord de l'Irak, au Kurdistan, qui permettent aux Kurdes de gérer leurs affaires, vont être abolies. L'armée irakienne va retourner dans la région. Vous allez avoir une tragédie humanitaire d'ici quelques mois. C'est ça les étapes suivantes du scénario qui ne sont pas présentées à l'opinion publique. C'est pour ça que le débat est tronqué. C'est pour ça que la position défendue actuellement par la France, la Russie, bon, malheureusement, aura ses conséquences qui ne sont pas présentées à l'opinion publique. Alors, il faut changer de politique.
il est possible encore de sauver la paix, mais en donnant un ultimatum à Saddam Hussein. Ça, c'est possible. Antoine Faut qu'il parte. Oui. Non, mais je ne peux pas laisser dire quand même que la France va être responsable du massacre d'un génocide kurde. Je ne peux pas laisser dire surtout que ceux qui sont dans le camp de la paix aujourd'hui sont des défenseurs de Saddam. Loin de là. Il n'est pas question de défendre Saddam. Nous connaissons Saddam, nous savons ce qu'il est. Mais en revanche, je vous rappelle qu'en 91, malheureusement, en avril 91, quand les Kurdes, le peuple kurde s'est révolté et qu'il a été massacré par Saddam Hussein et le régime de Saddam Hussein, la France est intervenue, mais les États-Unis n'ont pas levé le petit doigt. Moi, je voudrais revenir quand même au titre. Enfin, je vais revenir. Oui, non, mais moi, je voudrais revenir au titre de l'émission. Et si la guerre n'avait pas lieu? Et si les Américains gagnaient la guerre sans la faire? Restons dans la politique Je fiction. crois que c'était aussi un petit peu sous-entendu dans la première question. Voilà. C'est qu'est-ce qui a changé depuis 4 mois? Voilà, Bon, restons dans la politique fiction comme on est en train de le faire. Bien entendu que les Américains vont envahir, et le terme utilisé par Jean-Bernard Cadier, c'est invasion. Restons dans ce terme, dans ce concept d'invasion. À partir du Kurdistan irakien, l'armée américaine ou les Anglo-britanniques, les Anglo-américains descendent vers Bagdad et s'arrêtent aux portes de Bagdad, aux banlieues qui sont aujourd'hui populaires et occupées par les chiites surtout. La même chose à partir de Koweït, avec quelques petits problèmes du côté de la région des Marais, autour de Bassora, Najaf, les quelques villes saintes chiites, et on s'arrête également. Dans le même temps, parallèlement, on libère les 14 milliards de dollars irakiens, d'avoirs irakiens gelés dans les banques américaines. On les libère et on ouvre la vanne pour le peuple irakien. Dans le même temps, et je parle sous le contrôle de Pierre Terzian, on remet en état l'appareil productif pétrolier. On l'a dit, selon certains spécialistes, 3 mois à peu près pour revenir à 3 200 000 barils jour. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je l'ai lu dans certains journaux spécialisés. À ce moment-là, j'allais dire, le régime va tomber de lui-même. À ce moment-là, les Irakiens vont voir où est leur intérêt, surtout que c'est un peuple qui, depuis 1980... Ce que vous décrivez là, c'est le siège de Bagdad ou quoi, de façon imagée? Même pas un siège, même pas un siège. Ceux qui sont dans Bagdad vont voir qu'il y a une vie autour, qu'il y a une vie qui leur rappelle ce qu'ils étaient avant 1980. Nous sommes dans la politique fiction, que vous avez définie comme règle, scénario règle de scénario au début de l'émission. Oui. Essayons de voir un peu pourquoi pas. Et à ce moment-là, les Américains, les alliés en général, auront gagné la guerre sans la faire. Vous avez compris que, en tout cas, quand on se tourne aujourd'hui vers l'opposition irakienne, quand on écoute ce que nous disait Kendall Netzan, en gros, quel qu'ait été le passé, vous avez rappelé des choses justes, bien entendu, mais quel qu'ait été le passé est assimilé à une véritable trahison. Oui, mais à condition que, encore une fois, on ne défende pas Saddam. Il n'est pas question de défendre Saddam. Il ne faut pas lui donner du temps. Ça, c'est vrai. Ce que a dit M. Kendall Netzan est très vrai. Il ne faut pas donner du temps. Mais on ne fait que ça depuis des mois. Oui et non. J'allais dire oui, parce que, comme vous l'avez rappelé vous-même, s'il n'y avait pas cette pression militaire, ils n'auraient jamais accepté les inspecteurs, ils n'ont jamais permis les interviews, les entretiens avec les scientifiques irakiens sans témoins, ils n'auraient jamais reculé. Or, pour le moment, sans doute ils gagnent du temps, mais pour le moment, ils reculent. Ils reculent de plus en plus. Mais d'un autre côté, il faut aussi lui donner une date butoir. Parce que ça suffit. Et je crois que si jamais il y a invasion sans Nations Unies, bien entendu, si jamais il y a une promenade de santé jusqu'aux alentours de Bagdad, au moins il n'y aura pas la guerre. Un mot à nouveau, et notamment sur la situation des Kurdes, et ensuite on découvrira un reportage tourné récemment sur place. Écoutez, ce que je voudrais dire, c'est que je n'ai pas dit que la France va aider au génocide du peuple kurde. Non, j'ai dit l'étape suivante de cette politique va être le retour de Saddam dans le Kurdistan. Il y aura une tragédie humaine parce qu'on ne décrit pas l'étape suivante. Si on dit que Saddam est désarmé, si on dit que Saddam est désarmé, l'étape suivante c'est la levée des sanctions. Donc on donne à Saddam Hussein l'usage de la manne pétrolière. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui, tout à fait. Et comme il n'y a plus de raison qu'il y ait des zones de protection aérienne, l'armée de Saddam Hussein va rentrer dans le Kurdistan. Qu'est-ce qu'on fait? On n'intervient pas dans les affaires d'un État souverain. Et donc, on provoque une tragédie humaine. Je demande qu'on réfléchisse là-dessus. Sinon, c'est vrai que la France, sous l'égide du président Mitterrand, a fait adopter par les Nations Unies le devoir d'ingérence qui a servi de base légale pour la création de cette zone de protection aérienne. La France, la Grande-Bretagne, les Anglais ont participé à la protection de cette zone. Et en 1995,
1915, la France s'est retirée de ce dispositif. C'est-à-dire après le départ du président Mitterrand, la France s'est retirée. Moi, je suis là pour contribuer à l'information des citoyens en disant, bon, voilà la politique qui est présentée et voilà les étapes suivantes qui risquent de se dérouler. Discutons-en, ou alors que les autorités françaises nous disent, mais non, après le désarmement, voilà, nous allons offrir une garantie pour la protection de la population kurde. Mais je ne vois pas quelle garantie sous un régime de dictature. Parce qu'il n'y a pas que les Kurdes, il y a aussi les Arabes. Est-ce que il y a les chiites, est-ce que pour que les sociétés françaises, russes, allemandes fassent de bonnes affaires, il faut laisser la dictature irakienne perdurer encore pendant des décennies? Voilà une question. Il n'appartient pas au président américain de se faire le porte-parole de la liberté et de la démocratie et qu'un pays comme la France, qui est la patrie des droits de l'homme, ne devrait pas se réfugier dans la défense frileuse d'un statu quo qui signifie pour les Irakiens servitude et une mort lente. Voilà. Deuxième reportage de cette émission, on va y retrouver une partie de ce que vous venez de nous dire, puisqu'une non-intervention au Kurdistan irakien, on ne l'imagine même pas sur place. Voici en tout cas les dernières images de la région et la correspondance de notre envoyé spécial Franck Berruyer en début d'après-midi. Ils sont 3,5 millions de Kurdes à avoir pris leur distance avec Bagdad, une autonomie fragile, arrachée au prix de la vie de dizaines de milliers d'entre eux. Désormais, les Kurdes irakiens sont partagés entre l'espoir et l'angoisse. La grande majorité des habitants ici au nord de l'Irak est pour cette intervention américaine. C'est pour eux la seule, l'unique et la dernière chance de faire tomber le régime de Saddam Hussein. Les Kurdes d'Irak connaissent bien Saddam Hussein, ils connaissent bien leur président, leur ancien président. Ils vous disent tous, Saddam est un dictateur, c'est un fou paranoïaque, c'est un malade. Il est capable de toutes les alliances pour entraîner les Américains dans un bourbier pour qu'ils ne viennent pas dans ce pays. Et donc, ils savent que Saddam est capable du pire, capable de résister s'il se retrouve dans l'espace. Il est capable de se suicider comme de sacrifier son peuple. Et ils s'attendent à vivre le pire si les Américains ne venaient pas pour libérer leur pays et venir soutenir la libération de leur pays. Les Kurdes ici, au nord de l'Irak, possèdent leur propre armée. Il s'agit de ce qu'on appelle ici des Peshmerga, des combattants des montagnes essentiellement. C'était une armée de résistance. Cette armée n'est pas prévue, n'est pas positionnée pour pouvoir attaquer Saddam Hussein. Aujourd'hui, cette armée se prépare à se défendre contre une éventuelle attaque de Saddam Hussein contre cette partie au nord de l'Irak. En revanche, les populations civiles vivent dans une véritable psychose. Ils savent que Saddam Hussein est capable du pire. En ce qui concerne cette défense civile, le gouvernement kurde a fait appel aux Américains pour pouvoir leur livrer des masques à gaz et des combinaisons qui sont les seules garanties contre une éventuelle attaque à l'arme de destruction massive. Mais hier encore, un responsable de cette sécurité civile me disait que la seule solution, eh bien, c'est d'éviter la panique et de faire évacuer les villes qui se trouvent à quelques kilomètres des chars de Saddam Hussein. Les Kurdes ici n'envisagent pas leur avenir sans cette guerre. Pour eux, ils ont confiance aux Américains, c'est leur dernier espoir. Ils savent que si Saddam Hussein se retrouve seul à la tête de ce pays, eh bien leur peuple pourra encore souffrir des dizaines et des dizaines d'années. Alors après cette correspondance de Franck Berruyer, une autre question posée là aussi par un téléspectateur, elle sera pour vous Alexandre Delval. Et si le peuple irakien espérait une invasion américaine ? Oui, je suis d'accord avec mon voisin d'ailleurs. Le peuple irakien apparemment espère une invasion américaine tant à des milieux chiites que des milieux kurdes, que des milieux arabes. Et on ne peut pas exclure aussi, par rapport au scénario que vous aviez posé dès le départ, un rapprochement, plutôt que de confronter ces deux opinions qui ont été exprimées précédemment, un rapprochement entre la position française et la position américaine. Et je pense que les Français et les Russes, plutôt que de jouer à une superpuissance qui n'existe plus ou une grande puissance face à l'hégémonie américain, pourrait œuvrer à persuader le régime de Saddam Hussein de plier. Et alors, bien sûr, ça paraît absolument impossible, mais on reste dans le scénario fiction dont vous parliez. Eh bien, on pourrait par exemple non pas imaginer un relais de pouvoir de l'opposition irakienne, mais des gens comme le fils
de Saddam Hussein, qui à l'heure actuelle négocie avec des compagnies, qui a des contacts avec des compagnies pétrolières, qui a des contacts aussi avec l'opposition en exil. Et vous voyez, la clé de tout ça, c'est le pétrole. Il faudrait que les Américains acceptent de partager le gâteau, parlons très cyniquement, le gâteau pétrolier. Oui. Et si les Français et les Russes et les Chinois ont des garanties, parce que pour l'instant ils ont été exclus, surtout les Français ont été exclus du pactole pétrolier pour l'après-Saddam, si les Américains donnent des garanties, ils pourront, je dirais, inciter les Français à œuvrer, ainsi que les Russes, à persuader Saddam Hussein de se retirer, pourquoi pas au profit de son conseiller militaire, le général Amr Saadi, ou au profit de son fils. On peut imaginer un scénario, parce qu'on reste dans la science-fiction, tout à fait peu probable, mais pas tout à fait impossible à réaliser. On imagine justement le statu quo que redoutait Kendall Netzan il y a quelques instants. Je voudrais qu'on fasse juste le tour des pays. Il ne se passe rien. Les Américains se retirent. Il y a quand même plus de 200 000 hommes en ce moment en place. On a compris ce que redoutait Kendall Netzan pour les Kurdes. Après, j'imagine qu'il y aurait des purges dans l'entourage immédiat. Pourquoi voulez-vous qu'ils se retirent? Ils sont là-bas, vous l'avez dit vous-même, ils sont 200 000. Je vous demande d'aller au bout du scénario. Voilà, on ne peut pas prendre les morceaux de scénario qu'il y a à range. Non. Voilà. Allons au bout du scénario. Ils sont en Irak. Ils font de l'administration directe comme ils l'ont fait au Kosovo. Là où je ne suis pas d'accord avec Alexandre Delval, c'est qu'il a tort de dire que les Arabes attendent. Il y a un proverbe dans le monde arabe qu'il ne faut jamais oublier. Je les écoute, je les entends. Moi contre mon frère. Moi et mon frère contre mon cousin. Moi, mon frère et mon cousin contre l'étranger. Il est vrai qu'ils attendent une aide extérieure, mais en même temps, ils n'aiment pas, ils ne voudraient pas qu'il y ait une occupation. Or, on se dirige vers une administration directe américaine. Vous savez que la tentation du repli en Amérique, ça existe, ça fait partie de l'histoire de ce pays, c'est même régulier. Tout à fait. Parfois, il faut même aller les chercher péniblement pour leur proposer de venir faire la guerre ici. Tout à fait. Bon, tout à fait. Donc, en général, ils attendent Pearl Harbor. Enfin, c'est pas un problème. Sauf que c'est pas entièrement improbable. Donc, je vous demande juste un instant, imaginez les conséquences pour le Koweït, pour une partie de ceux qui sont dans ce pays aujourd'hui. Enfin, on peut imaginer le pire. Exact, vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que je ne crois pas que les Américains vont se retirer. Au contraire, nous assistons à une mainmise, peut-être pour le bonheur de ces pays. Je n'en sais rien. Ils nous l'ont promis en 90, déjà on ne l'a pas eu. Mais peut-être, on n'en sait rien, une mainmise, une hégémonie américaine dans la région incontestable. Une administration directe et une véritable américanisation du Moyen-Orient qui est en train de se faire. D'ailleurs, qui a été déjà en grande partie opérée déjà depuis fort longtemps. Malheureusement. Pierre Terzian, juste sur les conséquences, notamment sur les pays voisins et les pays producteurs de pétrole, et ensuite on ira à Jérusalem pour continuer ce scénario de fiction. Comment pouvez-vous imaginer les choses? Moi, je constate que déjà les choses ont commencé à changer. Et sur beaucoup de plans, sur de nombreux plans. Il est exclu qu'on revienne au statu quo en Irak ou dans la région, quel que soit le scénario, paix ou guerre. Donc on ne peut pas présenter cela comme une menace. C'est-à-dire nous allons revenir au statu quo ante ou en reprenant l'hypothèse de la guerre également. Par contre, prenez le point de vue des Américains. La position américaine a beaucoup changé ces dernières semaines. On est allé jusqu'à une position extrême, nous occupons l'Irak seul, nous restons là-bas plus de 2 ans, nous faisons main basse sur les ressources naturelles, etc. etc. Aujourd'hui, la position est déjà très différente. Depuis la mi-février, les Américains ont sondé les autres pays et maintenant, c'est déjà dans les journaux, on présente l'alternative d'une tutelle onusienne sur l'Irak et non pas d'une tutelle américano-britannique. Autrement dit, gérons ensemble la situation. Autrement dit, ce sera plus difficile qu'on ne l'imaginait. Prenons maintenant une autre situation. Prenez le cas de l'Arabie saoudite. Eh bien, les choses changent en Arabie saoudite et rapidement, très rapidement. Le prince Abdallah qui gère le royaume, lorsqu'il a présenté ses réformes il y a de cela de nombreuses années, n'a pas réussi. Il s'est heurté à une opposition notamment du camp des Soudayli. Mais aujourd'hui, les choses sont mûres en Arabie saoudite et la situation évolue. Déjà, le conseil consultatif, le Majlis Shura, a plus de pouvoir. Des ministres se présentent, déposent devant ce conseil, sont interrogés. Le conseil émet des avis. Et ces avis sont pris en compte par le Conseil des ministres et seul le roi peut les annuler, en quelque sorte. Bon, on sait que le système éducatif va changer, on sait que des réformes vont intervenir en Arabie saoudite, c'est maintenant certain. Donc les choses évoluent déjà avant même que la première balle n'ait été tirée.
Donc je vois mal pourquoi cette évolution s'arrêterait. Quant à la présence des États-Unis, je vois mal également pourquoi les États-Unis se retireraient de cette région maintenant qu'ils y sont si bien implantés. On va partir maintenant à Jérusalem pour essayer de prendre le pouls aussi de la situation dans ce pays clé de la région. François Clémenceau, vous êtes donc en duplex sur place. La première question, elle est finalement celle que je posais tout à l'heure à Jean-Bernard Cadier à Washington. Est-ce qu'une non-guerre, on y croit encore en ce moment en Israël ? Non, si vous prenez le point de vue officiel, on ne croit absolument pas à un scénario qui consisterait à reporter, repousser ou annuler cette guerre. En revanche, c'est vrai qu'une bonne partie de l'opinion israélienne, à peu près 4 Israéliens sur 10, dans les sondages en tout cas, disent qu'ils préféreraient une solution pacifique à cette crise entre les États-Unis et l'Irak plutôt qu'une confrontation militaire. Pourquoi ? Parce que c'est une société fatiguée à la fois par les attentats terroristes mais également par la situation économique qui est catastrophique et par une situation politique encore assez fragile malgré la réélection d'Ariel Sharon. Maintenant, les officiels israéliens, ce n'est pas qu'ils veulent cette guerre. Ils passent leur temps à dire que ce n'est pas la leur, que c'est celle des Américains, mais en coulisses ou même officieusement, ils assurent et ils assument que cette guerre est juste, qu'elle est nécessaire et qu'il faut que George Bush aille jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'ils espèrent en l'après-Saddam, pas l'après-Saddam en Irak, l'après-Saddam dans la région, en Syrie, avec Bachar el-Assad, au Liban, avec le Hezbollah, et y compris d'ailleurs avec leurs voisins jordaniens ou égyptiens pour que les choses soient plus détendues et afin qu'on puisse envisager les relations avec les pays arabes voisins avec un peu plus de sérénité. Une façon d'illustrer le principe du domino, ou en tout cas du bouleversement des cartes de la région, comme le présente l'administration américaine jusqu'ici ? C'est exactement ça, et il reste évidemment un dernier partenaire à convaincre du bien fondé de cette théorie des dominos, c'est évidemment les Palestiniens. On a pu noter que depuis 6 mois maintenant, les pressions américaines, mais pas seulement américaines, celles des Nations Unies, celles des Européens, celles des Russes également, sur Yasser Arafat, dans ce climat de choc frontal entre les États-Unis et l'Irak, eh bien, a poussé Yasser Arafat, c'est en tout cas la thèse des Israéliens, à accepter un certain nombre de réformes. Et il est possible que la semaine prochaine d'ailleurs, Yasser Arafat nomme un Premier ministre, autrement dit, se décharge d'une partie de ses pouvoirs au profit d'une nouvelle équipe dirigeante en Palestine. Et cela ferait les affaires du gouvernement israélien. Que justement, on peut rester un tout petit peu sur ce thème et envisager ce que seraient les conséquences d'une non-intervention et de l'intervention, car on peut le faire dans un sens ou dans l'autre, concernant les relations israélo-palestiniennes et en particulier ce qui se passe dans les territoires. Alors, vous avez ici des gens qui pensent que finalement tout ce discours israélien qui consiste à soutenir l'effort de guerre américain contre l'Irak, disons que c'est une sorte de rideau de fumée. Pourquoi ? Parce que selon ces intellectuels ou ces analystes ou ces professeurs, eh bien en fait Ariel Sharon n'est jamais au mieux de sa forme que dans des situations d'affrontement. Or, si jamais dans cette option de la théorie des dominos américains, eh bien juste après l'Irak, George Bush s'occupe du Proche-Orient, revient au Proche-Orient pour imposer par exemple un plan de paix qui tordrait le bras à Sharon comme George Bush l'avait fait en son temps avec Yitzhak Shamir avant les accords d'Oslo. Il est clair que cette hypothèse-là ne ferait pas les affaires d'Ariel Sharon et donc certains se disent il vaudrait mieux pour Ariel Sharon que la guerre n'ait pas lieu pour qu'il puisse conserver le statu quo, autrement dit une position d'affrontement, de conflit de moyenne intensité avec Yasser Arafat. Mais cette hypothèse-là, j'allais dire, elle tient difficilement la route parce qu'on sent bien en même temps qu'il y a une forte pression de la société israélienne pour qu'on en finisse avec ce conflit israélo-palestinien. Et cela, ça se voit à travers, évidemment, les grandes souffrances israéliennes dans la crise économique, mais également, vous l'avez deviné, les souffrances palestiniennes qui, elles aussi, veulent qu'on mette un terme à ce conflit le plus rapidement possible. Très concrètement, néanmoins, et là pour être le plus réaliste et informatif possible, en ce moment, ce qui se passe en Israël, c'est qu'on déploie les missiles patriotes.
Très clairement, ils sont arrivés effectivement il y a quelques semaines, mais on a commencé à les déployer depuis 48 heures, essentiellement dans cette région de Tel Aviv, au sud de Tel Aviv, au nord également. Il n'y a pas que les Patriotes, il y a aussi d'autres missiles de conception israélienne qui seraient d'ailleurs plus efficaces que les Patriotes. Les Patriotes ne seraient là qu'en deuxième rideau au cas où il y aurait échec d'interception par les autres missiles. Mais en même temps, le chef des renseignements militaires a dit pas plus tard qu'hier qu'il y avait vraiment un risque mineur, minimal, qu'un missile irakien puisse être lancé et arriver jusqu'en Israël. Alors Alexandre Delval, je reste dans le scénario que nous traçons depuis le début de cette émission, parce qu'il y a une façon d'envisager les choses de l'autre côté qui est toujours intéressante. Est-ce qu'une non-intervention américaine, c'est une victoire, européenne, éventuellement du monde arabe? Oui, ça peut être incontestablement ressenti comme une victoire du monde arabe et de la diplomatie française qui a essayé d'œuvrer contre l'unilatéralisme. Mais ça peut être, je pense qu'on peut... je ne sais plus où j'en étais, pardon. Ma question était très simple, c'est est-ce qu'une non-intervention serait une victoire aujourd'hui pour le monde arabe? Oui, je pense que ça pourrait être une victoire pour le monde arabe, mais tout dépend aussi si l'armée américaine elle-même, pardon, je ne sais plus où. Non, mais on va passer à autre chose, c'est très simple. Vous avez un avis sur la question? Oui, parce qu'il y a la reprise de l'autre côté. Le monde arabe, l'autre jour, j'ai entendu le prince Hassan de Jordanie déclarer sur la BBC, le monde arabe, ne l'idéalisons pas non plus le statu quo actuel. Nous sommes une région du monde gouvernée soit par des monarchies autoritaires, soit par des républiques totalitaires et souvent héréditaires. Oui. Et donc, il faut qu'il y ait aussi le vent de la démocratie qui atteigne cette région-là. Et il a clairement souligné, bon, ce n'est pas un extrémiste, hein, il veut succéder au roi. Et donc, la situation actuelle fait évoluer les choses dans le monde arabe. Je suis d'accord avec M. Terzian lorsqu'il dit que même en Arabie Saoudite, les choses commencent à bouger. Et le monde arabe étant divisé, ça ne sera pas une victoire pour le Koweït, ça ne sera pas une victoire pour le Qatar. Ça sera peut-être bien vu par les pays du Maghreb. C'est-à-dire que plus on est éloigné de Saddam Hussein, plus on est contre une intervention américaine qui est souhaitée par les Irakiens. Donc voilà un peu. J'ai repris le fil de mon idée. Les Américains ne perdront pas, à mon avis, la face s'ils restent présents sur place. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une victoire d'une diplomatie coercitive qui fait que leurs troupes restent fondamentalement présentes, les taux se resserrent et avec une collaboration avec la France et la Russie, il peut y avoir ensuite une stratégie, comme disait monsieur tout à l'heure, Saddam Hussein risquerait peut-être à un moment de céder. Donc la logique qu'évoquait il y a quelques instants Antoine Serre, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi je crois qu'on ne tient pas compte assez aussi dans ce scénario que il y a aujourd'hui quand même une perception d'une population, de plus en plus dans le Sud, d'un Occident perçu comme étant chrétien, exclusivement chrétien, et d'un Orient perçu comme étant exclusivement musulman, ce qui dans les deux cas est faux d'ailleurs, mais c'est une perception. Et ce fossé qui commence à se creuser de plus en plus entre les deux. Nous n'en sommes peut-être pas au choc des civilisations, mais on n'est pas loin du choc des cultures en tout cas. Et je crois que essayons de voir toujours dans votre scénario que les deux positions américaines et européennes franco-germaniques soient parallèles et non pas contradictoires. À la fois les uns qui parlent de non-guerre, les autres qui parlent de menaces avec une pression militaire qui a fait avancer les choses. C'était le cas, là on aurait à faire une grande manipulation quand même. Hein. Mais vous n'avez pas l'impression que depuis juin 2002... qu'on entend une grande manipulation concertée, excusez-moi. On sait très bien qu'en période de pré-guerre, on vit au rythme de la propagande. On vient de dire, et je suis tout à fait d'accord, que Saddam Hussein est malin et rusé, et qu'il a lui aussi manipulé les diplomates depuis trois présidentielles, trois présidents américains quand même. Donc il aurait droit à une bonne manipulation à son tour. Non, ce que je veux dire par là, toujours dans le scénario de la politique fiction, c'est que, comme disait Pierre Terzian, très justement, les choses ont déjà changé, on ne peut plus revenir au statu quo ante. Les régimes arabes, je ne parle plus des peuples, je parle des régimes. Les régimes arabes ont tellement la trouille des Américains aujourd'hui qu'on les voit en train de mener une course, malgré leur déclaration, une course à celui qui se ferait le mieux voir par le gouvernement américain, le maître d'école quasiment. On voit la collaboration, on voit la coopération sur beaucoup de plans, de tous les régimes arabes, même ceux
qu'on a un peu mis dans le front de refus. Je veux parler de la Syrie, je veux parler de l'Algérie ou d'autres régimes réputés pas trop amis des Américains. Il y a une coopération. Donc là aussi, on a l'impression de voir une scène, une pièce de théâtre sur la scène, alors que la vraie pièce se déroule dans les coulisses. Un mot, Pierre Terzian, et on va justement aux enjeux pétroliers avec le dernier reportage. Oui, je crois que vraiment la guerre serait la pire des issues. Je crois que ce serait un désastre pour tout le monde. Toute la population irakienne, y compris la population kurde, car la Turquie ne resterait pas les bras croisés, vous le savez. Et je crois que cette guerre ne peut pas être ce qu'on appelle une intervention chirurgicale. Non. La guerre ferait de très nombreuses victimes de tous les côtés. Et je crois que ce sur lequel il faut travailler, c'est un schéma de changement dans la paix. Et là, ce serait une victoire, y compris pour les Américains, parce qu'ils auraient démontré que c'est grâce à eux, grâce à leur activisme, à leur pression, que les choses ont changé. Pour ma part, je n'exclus pas du tout que la situation politique, y compris en Irak, change sans qu'il y ait déclenchement de la guerre. Malheureusement, ce n'est pas la voie sur laquelle on s'oriente. Il reste 3-4 jours. Une issue pacifique du conflit, c'est aussi bien entendu un impact sur le marché pétrolier. Commentaires d'experts recueillis aujourd'hui pour nous par Manuel Saint-Paul et Fabrice Launay. C'était il y a 2 semaines, dans une interview à Time Magazine. Jacques Chirac proposait aux États-Unis une alternative à la guerre, une sortie honorable à la crise irakienne. Si l'on va au terme des inspections, les Américains auront en fait gagné. Ce sera dû en grande partie à la présence de l'armada américaine sur place. Prenons le président de la République au mot. Au cas où les quelques 300 000 GIs déployés dans le Golfe n'allaient effectivement pas au combat, quelles seraient alors les répercussions sur le marché du pétrole? 2 hypothèses possibles. Premier scénario. La mission des inspecteurs en désarmement s'éternise, Saddam Hussein reste en place, l'embargo économique aussi. Les vannes de l'or noir irakien ne laissent s'écouler que 2 à 3 millions de barils jour, conformément aux accords pétrole contre nourriture en vigueur actuellement. Les projets américains d'une diversification de l'approvisionnement en hydrocarbures seraient battus en brèche. Les États-Unis resteraient donc très dépendants de l'Arabie saoudite, désormais considérée comme un faux allié. Il s'agirait là d'une fausse paix qui ne satisferait pas les marchés. Il me semble que si effectivement le camp de la paix l'emporte, les cours du pétrole devraient malgré tout rester tendus, étant donné que ce risque de guerre, même s'il n'a pas lieu effectivement pendant plusieurs mois, sera toujours sous-jacent. Donc les cours du pétrole, à notre sens, devraient rester tendus entre 35 et 40 $ le baril environ. Deuxième scénario, le problème Saddam Hussein est réglé. Complot interne, opération ciblée, arrestation, assassinat ou départ en exil, il y a un changement de régime à Bagdad. L'embargo est levé et le pétrole irakien inonde le marché. C'est la solution idéale. Si on a une véritable paix sans Saddam Hussein et avec un système politique en Irak, il faut aussi l'imaginer, parce que c'est compliqué, je crois, d'après ce que disent les experts, avec un système politique en Irak qui semble garantir un fonctionnement à peu près normal du pays et un fonctionnement possible de l'industrie pétrolière, ça aussi c'est très important. Eh bien, à ce moment-là, en l'absence de tension, le consensus, c'est que le prix du pétrole va revenir vers 25 $ le baril, qui est le prix d'objectif de l'OPEP. L'OPEP s'est fixé comme objectif depuis maintenant pratiquement 3 ans que le prix du pétrole reste entre 22 et 28 $. La moyenne, c'est 25, et c'est un prix qui est à peu près satisfaisant pour tout le monde. Cette Pax Americana obtenue par la seule force de la présence américaine dans le Golfe aurait 2 autres conséquences. Une redistribution des contrats d'exploitation pétroliers en Irak qui se ferait à l'avantage des compagnies américaines, mais où les sociétés françaises, russes et chinoises garderaient toutes leurs chances. Et enfin, un partage de la facture militaire américaine. Elle pourrait par exemple être discutée au prochain G8, au prochain sommet des 8 grandes puissances mondiales qui se déroulera cet été à Évian. Mais tout cela n'est encore que politique fiction. Si l'Amérique cède, Saddam ne se sentira-t-il pas intouchable? Qu'en pensez-vous, Kendall Nedzan? Écoutez, je voudrais dire qu'effectivement, le scénario idéal, je l'ai décrit dès le départ, donc M. Terzian l'a dit aussi, ça serait un départ de Saddam Hussein.
et un changement de régime, non pas pour que son fils ou l'un de ses généraux lui succède, mais qu'il y ait une administration sous l'égide des Nations Unies pendant 1 an, 2 ans, comme on l'a fait au Kosovo, pour que les Irakiens puissent souffler, respirer, organiser leurs forces, qu'on élise une assemblée constituante dans un délai de 18 mois, 2 ans. Enfin, il y a eu de tas de réunions de comités à ce sujet. Après quoi, ça serait une véritable paix pour les Irakiens, pour la région aussi. Ça, c'est encore possible. C'est encore possible si la France, la Russie, les États-Unis parlent d'une seule voix, le monde arabe va le suivre. Maintenant, si Saddam Hussein reste au pouvoir, ça ne sera pas une paix. Il ne sera peut-être pas nuisible pour ses voisins, mais ça sera une guerre permanente contre ces populations. Ça ne va pas inspirer la confiance au marché non plus. Bon, peut-être que les spécialistes économiques vont le dire. Et ça sera une victoire extraordinaire pour Saddam Hussein, alors que c'est le tyran le plus sanguinaire à l'heure actuelle sur notre planète. Voilà. Alors Antoine Sfer, on a quand même beaucoup de mal, on pourrait dire on va arrêter de jouer au scénario qui n'existe pas. Il n'y a pratiquement pas aujourd'hui un feu qui ne soit pas ouvert du point de vue américain quant à l'idée de l'intervention. Si, il y a quand même aujourd'hui, encore jusqu'à ce soir en tout cas, une sorte d'opposition au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et au sein de l'Assemblée de l'ONU, l'Assemblée générale. Donc je crois que là... Sauf que Jean-Bernard Cadier nous rappelait encore en début d'émission que Colin Powell l'avait dit aujourd'hui, avec ou sans l'ONU, on y va, avec ou sans veto, on fonce. Là, on pose les vrais problèmes. Il est bien entendu que si jamais les Américains y vont sans les Nations Unies, ça sonnera quelque part le glas de la communauté, de cette organisation de la communauté internationale, sans doute comme la SDN, entre les deux guerres. Et à ce moment-là, on assistera peut-être à l'émergence d'une troisième expérience de Nations Unies. La nature horreur du vide. Oui, donc, la nature des nations aussi. Horreur du vide. Mais il est incontestable aussi que plus jamais, je ne crois que Saddam pourra avoir les mains libres comme il l'a eu auparavant, comme il l'a eu au lendemain de la première guerre du Golfe. Il faut éviter les erreurs du passé, dans la mesure où aujourd'hui la composition démographique de l'Irak est un peu particulière. Nous avons près de 25% de Kurdes au nord, de confession musulmane sunnite. Il n'y est pas question d'avoir un État de Kurdes indépendants pour les Turcs et les Iraniens qui eux aussi ont les uns un quart de leur population qui est de Kurdes et les autres 20% à peu près de leur population qui est aussi kurde. Donc il existe un problème régional. Et c'est là où je suis d'accord. Quand on parle d'une solution régionale, il est indispensable. Sans doute, Saddam est un tyran parmi les plus sanguinaires et les plus fous et les plus paranoïaques, etc. Mais dans le monde arabe, vous avez 22 dictatures. Dans le monde arabe, pourquoi faut-il aujourd'hui s'arrêter à une dictature? Si on nous promet, certes les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, j'en conviens, mais si on nous promet le bonheur, la démocratie pour les 22 pays arabes, mais messieurs, soyons raisonnables, signons tout de suite, signons et contre-signons. Mais on nous l'a déjà promis et on a vu les résultats. Donc je suis perplexe et prudent quant à l'avenir. En ce qui concerne une administration américaine directe, elle me semble plausible, comme on l'a vu au Kosovo, avec peut-être on refilera le bébé aux Nations Unies au bout d'un certain temps, et à ce moment-là, je crois que tout le monde y trouvera son compte, dans un cynisme parfait, mais il trouvera son compte quand même. Commentaire et réaction de Kendall Netzan, sachant par ailleurs que Colin Powell vient d'annoncer il y a quelques instants qu'il allait apporter de nouvelles preuves, on va dire de la duplicité et des manipulations irakiennes dans les heures qui viennent. Il doit faire un point ce soir. Oui, je voudrais réagir donc à un argument qu'on entend souvent à la télévision, dans le débat français, c'est que la liste des dictatures est longue. Ça serait une façon de banaliser celle de Saddam Hussein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dictatures, surtout dans le monde arabe, en Afrique aussi, mais Saddam Hussein, par ses guerres contre l'Iran, contre les Kurdes, contre le Koweït, la guerre du Golfe, a déjà provoqué la mort de 2 millions de personnes, c'est-à-dire 10% de sa population. Est-ce qu'on peut comparer Saddam Hussein au président Ben Ali de Tunisie, ou au président algérien, ou au président égyptien? Donc il faut commencer par quelque part. Saddam Hussein a violé 16 résolutions des Nations Unies. Israël aussi.
Israël aussi. Oui, Israël aussi, les Américains aussi, les Français, est-ce qu'ils ont condamné, enfin, la liste est longue à ceux qui ont violé le droit. Oui, est-ce que la France s'est débarrassée, lorsqu'elle s'est débarrassée de Bokassa, elle avait un mandat des Nations Unies? Non. Lorsque l'Irak a envahi l'Iran en guerre préventive, est-ce qu'on l'a condamné? Non. Donc la liste est longue, mais le cas de Saddam Hussein est extrêmement grave. Il faut commencer par quelque part, et moi je suis sûr que si on commençait par l'Irak, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut lui faire la guerre, je dis qu'il faut obtenir le départ de ce personnage qui est une honte pour le monde arabe et qui est une calamité pour sa population. Alexandre Delval, excusez-moi, sur ce que décrivait Kendall Mezan. C'est simplement le dictateur le plus facile à renverser pour l'instant, dans la mesure où son pays, après 12 ans d'embargo, avec un affaiblissement stratégique militaire, c'est le maillon faible de la chaîne des États pétroliers par lequel les Américains comptent s'enfoncer plus facilement que s'ils agressaient directement l'Iran qui finance les organisations terroristes palestiniennes ou l'Arabie Saoudite, qui est aussi un gros morceau. Donc on entre dans le maillon faible. Je pense que c'est assez logique. Fin de la première partie de cette émission. Vous savez qu'elle est rediffusée ce soir aux alentours de 23h40 et que nous nous retrouvons dans quelques instants, si vous le voulez bien, sur le câble et sur le satellite avec vos questions SMS, Minitel et Internet. Bonne soirée sur France 5. Il y a 30 ou 40 ans, votre maman, en vous attendant, a peut-être été amenée à prendre du Distilbène, un médicament dont il a été prouvé depuis qu'il faisait de véritables ravages sur le fœtus. Les filles du Distilbène, on en parle sur le plateau des maternelles. Et c'est sur France 5. C'est dans l'air la suite. Merci d'être resté avec nous pour vos questions SMS, Minitel, Internet. Les coordonnées sont en ce moment même sur votre écran. Nous allons repartir à Jérusalem pour retrouver François Clémenceau avec cette question. François, si les Américains vont en Irak, les Palestiniens ne risquent-ils pas d'être abandonnés ? C'est effectivement l'une des craintes énoncées ici ou là par certains dirigeants de l'autorité palestinienne qui pensent que sous couvert de cette intervention américaine en Irak, eh bien Ariel Sharon pourrait, j'allais dire en dehors des mouvements de caméra des télévisions internationales, eh bien régler ses comptes avec un certain nombre d'organisations armées palestiniennes, voire même se débarrasser purement et simplement de Yasser Arafat. En même temps, les Israéliens laissent entendre qu'ils ont un tel devoir d'alliance avec les États-Unis qu'ils ne se risqueraient pas à s'engager dans une aventure qui irait trop loin, afin tout simplement de ne pas froisser les susceptibilités américaines qui ne veulent pas s'engager sur plusieurs fronts à la fois. Vous donnez l'impression qu'une guerre sera favorable à l'Irak. Je ne sais plus quoi penser. Tiens, vous voulez bien répondre à ça Antoine Sfer ? Non, une guerre ne sera en aucun cas favorable à l'Irak, en tout cas certainement pas au peuple irakien, qu'il soit dans toutes ses composantes. Ça veut dire au peuple irakien. Je crois que c'était en réaction à ce que au reportage qu'on a diffusé, il est très clair que l'opposition irakienne souhaite cette intervention. Donc, sous-entendu, voilà. Ça dépend aussi de la forme que prendra cette intervention. S'il y a une guerre avec une invasion massive et des bombardements lourds, etc., il risque d'y avoir quand même ce que les Américains appellent malheureusement des dommages collatéraux. Et le peuple irakien, dans toutes ses composantes, kurdes, chiites, arabo-sudites, souffrira de cette guerre. Donc en aucun cas, ça ne sera réellement favorable à l'Irak. Une guerre peut être favorable à certains extrémistes et qui pourront, sous couvert de résistance, entre guillemets, à ce moment-là servir de bombes humaines ou de kamikazes par-ci, par-là. Il peut y avoir aussi, car là aussi, j'ai bien rappelé ce proverbe arabe, que la foudre s'abat sur moi et sur mon ennemi. À partir du moment où certaines personnes, notamment la garde présidentielle et la garde républicaine, qui peuvent estimer qu'ils n'ont plus rien à perdre, ou du moins plus rien à gagner, ils pourraient là aussi se mettre à faire des attentats, des opérations d'attentats. Je ne crois pas en revanche qu'ils s'en prendraient au puits pétrolier, à la richesse du pays. Mais là je parle sous le contrôle de Pierre Tazian, bien entendu. Un mot là-dessus, Pierre Tazian ? Oui, je voudrais d'abord mettre les téléspectateurs en confidence de ce qui a été dit hors antenne ici. Comme quoi, tout le monde, en fin de compte, dans le passé, a aidé Saddam Hussein parce qu'on pensait pouvoir s'en servir contre ceci ou contre cela. C'est exactement comme on s'est servi à l'époque en Afghanistan des islamistes contre les soviétiques. Et lorsque Israël a aidé le Hamas à se renforcer contre Arafat,
Je crois que la première leçon à tirer de cette crise, c'est qu'il faut s'arrêter de jouer aux apprentis sorciers. C'est ça qu'il faut d'abord retenir. Il faut s'arrêter. Parce que ces politiques à courte vue mènent au désastre. Et on l'a vu, je crois, suffisamment par le passé. Le statu quo est meilleur que tout? Non, pas du tout. Le changement, mais sans brutalité. Le changement dans la paix, si possible. La guerre est la pire des solutions, encore une fois, et je ne pense pas que ce soit une solution. Je crois que même en Irak, les choses changeront sans qu'il y ait guerre. Je ne crois pas à la situation, qu'on va revenir à la situation ex-ante. Ça, je n'y crois pas du tout. Je ne pense pas que les Américains mobilisent 300 000 hommes pour repartir bredouille. Il y aura des changements, même en Irak. Maintenant, pour en revenir au pétrole, je crois que la pire des situations, c'est celle que nous connaissons aujourd'hui, la situation de ni guerre ni paix, où les prix volent dans tous les sens jusqu'à atteindre $40, peut-être même à le dépasser. Et contrairement à ce que j'entends par-ci par-là, une guerre ne déboucherait pas sur une baisse des prix du pétrole immédiatement. C'est faux. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'une guerre, c'est nécessairement destruction des installations, soit par sabotage, soit du fait des opérations militaires. Et après, on va installer... Il y a des pays qui sont prêts à prendre leur lait, hein. Oui, bien sûr. Ça a quand même toujours marché comme ça. Mais les capacités des autres pays ne sont pas illimitées. La duplicité entre marchands de pétrole, elle est extraordinaire. Dès que la production irakienne s'arrêtera, le monde commencera à produire à pleine capacité dans tous les autres pays et il n'y aura plus de marge de manœuvre et les prix seront à la merci du moindre incident. Donc je crois que pour les prix du pétrole, c'est la situation, en fin de compte, une solution pacifique qui serait l'idéal parce que là, la production irakienne reprendrait, commencerait à augmenter et tout le monde pourrait bénéficier du pétrole. Peut-on imaginer que Saddam Hussein quitte le pouvoir de son propre chef? Dans cette hypothèse, que se passerait-il? Kedal Nedzan, ça revient toujours. C'est la solution idéale, hein, mais bon, je pense d'une part que la dictature n'est pas amendable, avec ou pression ou sans pression. Il faut que cette dictature-là s'en aille. Ça, c'est indispensable par tous les moyens. Si possible pacifiquement, sinon militairement. Deuxièmement, sur les conséquences de la guerre, je souligne que la guerre du Golfe a fait 3500 civils, la guerre du Golfe en Irak, quelques dizaines au Kurdistan, et que le maintien de la dictature juste après la guerre a fait 150 000 morts parmi les chiites qui s'étaient soulevés massivement contre le régime. Et parmi les Kurdes, alors de dizaines de milliers de morts, il y a eu 2 millions de personnes qui ont pris les routes de l'exil. Et qu'actuellement, sous la dictature, au cours de 10 dernières années, Saddam Hussein a quand même poursuivi sa politique d'arabisation des régions kurdes qui sont restées sous son contrôle. Alors là, vous êtes en train de nous dire que la guerre crée beaucoup plus de souffrance, que la paix, jusqu'ici, a créé beaucoup plus de souffrance que la guerre. Non, je dis le statu quo sous une dictature crée infiniment plus de souffrance qu'une guerre de libération qui peut durer quelques semaines, qui fera des morts. Si on peut éviter la guerre, c'est bien. Si on ne peut pas l'éviter, il faut se débarrasser de cette dictature parce que le maintien de la dictature, c'est déjà 4 millions d'Irakiens qui ont quitté leur pays. C'est déjà 300 000 Kurdes qui ont été expulsés de leur territoire. C'est les chiites qui vivent sur la... C'est des centaines de morts chaque mois. Donc. J'entends bien, mais juste une question. La question initiale qui était, est-il envisageable qu'il puisse partir? Simplement à vous. Je vous ai dit s'il y a une volonté commune du Conseil de sécurité, si la France, la Russie, les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, c'est-à-dire les 5 puissances responsables de l'état actuel du peuple irakien, parce que ces puissances-là qui ont armé, financé, soutenu cette épouvantable dictature, c'est ces puissances-là parlaient d'une seule voix, Saddam Hussein s'en irait. Mais il faut le faire, il faut essayer, ça ne coûte rien. Il faut essayer, s'il ne s'en va pas dans un mois, on dira, on a essayé, on avait essayé tous les moyens, mais jusqu'à maintenant, la France s'en tient à la position de le changement de régime n'est pas toléré par le droit international. Et moi, je m'inscris en faux contre cela, puisque ça a été fait par les uns et par les autres. Antoine Sfer. Quand ça les arrangeait. Antoine Sfer, pourquoi le peuple irakien ne peut-il se libérer seul? Parce que tout d'abord, sous une dictature, c'est très difficile, parce qu'il y a le parti basse qui est à tous les niveaux de la population, qui en même temps est un ciment du tissu social, mais en même temps est une affreuse machine de délation, de dénonciation de l'opposition, parce que l'opposition a été soit poussée à l'exil, soit liquidée à l'intérieur de l'Irak, et enfin, parce que l'armement possible n'existe que chez les militaires et les paramilitaires du régime. Donc réponse parce qu'il y a une dictature épouvantablement meurtrière. À tous les niveaux et dans tous les domaines. Alexandre Delval, s'il y a une guerre en Irak, quels sont les impacts en matière de terrorisme pour l'Europe?
Les impacts risquent d'être très importants, d'autant que le discours de Saddam Hussein du 4 mars faisait allusion au djihad, aux mécréants, à la lutte des purs, de l'honneur arabe et de l'honneur islamique. Donc je pense que la nouvelle rhétorique djihadiste, si j'ose dire, de Saddam Hussein risque effectivement de susciter de nouvelles vocations et on peut s'attendre à des actes terroristes en Europe et contre les intérêts américains plus particulièrement. Saddam est-il susceptible d'accepter un ultimatum américain? C'est une façon de refaire le point par rapport à ce que nous disait il y a quelques instants Kendall Netzan. Antoine Sfer. Pour le moment, il voit que la force est de l'autre côté. Donc incontestablement, Saddam est en train de céder, certes, au compte-gouttes, et là je suis tout à fait d'accord, et il essaye d'une manière ou d'une autre de gagner du temps. Il semble, selon les dernières informations, il semble précisément qu'aujourd'hui il laisse faire une nouvelle équipe qui est sur place, qui est aux affaires, une équipe réunie autour de son fils cadet Koussaï et du ministre des Affaires étrangères Najib Sabri, qui semble avoir aussi pris langue avec les Américains. Vous gardez la parole. Les Arabes vont-ils se soulever contre l'occupation américaine au Moyen-Orient? Pas du tout. Les régimes arabes ont un appareil répressif, policier et militaire. Ils vont laisser quelques manifestations se dérouler avec, bien entendu, comme soupape de sûreté. La seule société, et là on devrait demander peut-être à François Clémenceau, mais la seule société réellement qui risque de basculer dans un islam radical, même si jusqu'à maintenant elle a résisté totalement, c'est la société palestinienne qui est privée d'un appareil répressif et policier, puisqu'ils n'ont plus de police, ils n'ont plus d'armée, ils n'ont plus de police qui puisse tenir la rue. François Clémenceau, vous voulez bien justement apporter une précision sur cette question abordée par Antoine Sfer? Non, c'est exact que les manifestations auxquelles on assiste depuis quelques mois de soutien à l'Irak ont lieu essentiellement et massivement dans les territoires palestiniens et notamment à Gaza, et en tête desquels on voit la puissance numéro 1 d'opposition à Yasser Arafat, c'est-à-dire le Hamas. Les portraits de Bin Laden et de Saddam sont partout dans les rangs de cette organisation, et l'attentat d'aujourd'hui à Haïfa qui a fait 15 morts et plus de 40 blessés devrait très certainement porter la signature du Hamas. Quelles seront les conséquences économiques si les États-Unis ne font pas la guerre? Qu'en pensez-vous, Pierre Terzian? Je crois que les conséquences économiques d'une solution pacifique peuvent être positives, alors qu'une guerre va coûter très cher. La menace de guerre déjà coûte très cher à cause de l'augmentation des prix du pétrole, du ralentissement de la croissance économique, et la guerre avec ses conséquences peut présenter une facture énorme, non seulement pour les Américains, mais pour l'ensemble du monde. Et je crois que il faut vraiment tendre vers une solution. Pour éviter le terrorisme international, pour avoir une chance de voir Saddam Hussein partir, il faut essayer d'arriver à une unanimité internationale, si possible. C'est vers cela. Je crois que c'est la voie c'est d'ailleurs, je crois, vers cela que la France elle-même travaille. Et c'est parce que les Américains ont choisi au début, en tout cas, maintenant il y a peut-être des petits signes, mais au début en tout cas, une voie tout à fait unilatérale, que le danger était là. Je comprends très bien ce que vous nous dites, si ce n'est que toute l'histoire dans cette région du monde pour l'instant nous prouve le contraire de ce que vous êtes en train de nous expliquer, ou en tout cas de souhaiter. Non, pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord. Ah bon? Je crois que si l'on veut couper l'herbe sous les pieds du terrorisme, il faut que la communauté internationale montre un front uni. À ce moment-là, la propagande sera beaucoup plus difficile. Il sera beaucoup plus difficile de soulever les foules contre une solution. En cas de guerre, l'Irak, je vous demande de garder la parole, en cas de guerre, l'Irak conservera-t-il le contrôle de son pétrole? Non, pas au début, parce qu'après la guerre, il y aura une tutelle, soit britannique, américaine, soit onusienne, et on assistera pendant une période de transition à une absence de souveraineté. Ça veut dire que pendant cette période, on ne pourra pas signer de contrat, donc la production ne pourra pas augmenter, et donc il y aura une pression à la hausse sur les prix. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. En conclusion, la guerre aura donc lieu, mais alors quand commencera-t-elle? Allez, en 20 secondes, Kendall Netzan. Bon, écoutez, je pense vers la fin du mois de mars, début avril, d'ici quelques semaines en principe. C'est ce que les uns et les autres disent. Moi, je ne suis pas dans le secret des militaires, mais tout le monde pense que ça va être fin de mars, première quinzaine du mois d'avril. Rediffusion de cette émission ce soir, première et seconde partie, vous le savez, vers 23h40. Nous nous retrouvons demain à 18h en public et en direct. Très bonne soirée sur France 5, à demain.